J'étais dans la salle d'attente de l'hôpital quand une femme s'est assise à côté de moi et a dit « Tu ressembles à ma sœur ». J'ai souri, quelle coïncidence. Elle a hoché la tête, elle a été enlevée il y a 25 ans. J'ai ri nerveusement, comment s'appelait-elle? Elle m'a regardé droit dans les yeux, ton prénom. Le magazine m'a glissé des mains. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital général de Ridgefield, feuilletant un magazine froissé qui ne m'intéressait absolument pas. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement occasionnel du distributeur automatique derrière moi et d'une infirmière qui appelait des noms de patients toutes les quelques minutes. Mon père, Walter, était en chirurgie ambulatoire pour une intervention mineure, quelque chose au genou. Rien de grave. J'étais juste là pour le ramener à la maison. Les sièges étaient du genre qui semblent confortables mais ne le sont pas, et l'air avait une vague odeur d'eau de javel et de café rassis. Je me souviens avoir levé les yeux vers la télévision accrochée dans le coin, qui diffusait une émission de cuisine sans le son, avant de reporter mon attention sur le magazine posé sur mes genoux. C'était un de ces moments où l'esprit est vide, où tout est immobile. Puis, quelqu'un s'est assis à côté de moi. Ce n'était pas inhabituel. Il y avait un va-et-vient constant de personnes. Mais cette femme ne s'est pas contentée de s'asseoir. Elle s'est installée tout près, comme si elle avait cherché ce siège en particulier. Je l'ai remarqué immédiatement. Elle devait avoir la fin de la trentaine, peut-être le début de la quarantaine. Des cheveux foncés et ondulés, attachés en une queue de cheval en désordre, une veste en jean et une paire de chaussures de course usées qui semblaient avoir parcouru bien trop de kilomètres. Ce sont ses yeux qui m'ont frappé, vifs, un peu fatigués, et fixés sur moi comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose. Elle s'est légèrement penchée vers moi et a parlé doucement, « Vous ressemblez trait pour trait à ma sœur ». J'ai levé la tête, prise au dépourvu, et j'ai esquissé un petit sourire. « Oh, c'est gentil. Quelle coïncidence. » Elle n'a pas souri en retour. Elle a simplement hoché la tête, les yeux toujours rivés dans les miens. Puis elle a dit quelque chose qui m'a serré la poitrine. Elle a été enlevée il y a 25 ans. J'ai laissé échapper un petit rire confus, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne savais pas comment réagir. Enlevée? Comme kidnappée? Elle a hoché la tête lentement. Elle avait 4 ans. Nous étions dans un parc. Mon père nous y avait emmenés pendant que ma mère faisait un double service. Je suis allé chercher une glace. Je ne suis parti que 5 minutes. Quand je suis revenu, elle avait disparu. Il y a eu un long silence. Je sentais les poils de mes bras se hérisser, mais je ne comprenais toujours pas pourquoi elle me racontait ça. J'ai essayé de garder la conversation polie, neutre. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être terrible. Puis j'ai posé une question qui, je ne m'y attendais pas, allait tout changer. Comment s'appelait-elle? Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Votre nom ». Mon cœur a raté un battement. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, soudain, la pièce semblait plus froide. Le magazine a glissé de mes mains et a heurté le sol avec un bruit sec, mais je n'ai pas bougé pour le ramasser. « Comment ça, mon nom ?» ai-je demandé, ma voix plus basse maintenant. Plus lentement. Elle s'est contentée de me fixer, les yeux grands et vitreux, les lèvres fermement pincées comme si elle essayait de retenir quelque chose. « C'est vous » a-t-elle murmuré. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Avant que je puisse rassembler mes esprits, elle s'est levée. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait en dire plus. Au lieu de ça, elle m'a regardé comme si elle voulait mémoriser mon visage. Puis elle s'est retournée et est sortie de la pièce, disparaissant dans le couloir comme si de rien n'était. Et moi, je suis resté là, figé. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit. C'était la façon dont elle l'avait dit. Calme, certaine, comme si elle ne venait pas de faire l'effet d'une bombe sur tout mon sentiment d'identité, comme si elle en était sûre. Je me suis dit qu'elle était confuse, peut-être en deuil, peut-être instable. Peut-être qu'elle m'avait confondu avec quelqu'un d'autre. Mais je n'arrivais pas à m'en défaire. La façon dont elle avait prononcé mon nom, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre, comme s'il était emprunté. J'ai ramassé le magazine, mais je n'ai pas continué à lire. Mes mains tremblaient. Je suis resté assise là pendant encore 10 minutes, essayant de me calmer, de penser à autre chose. Mais la pensée revenait sans cesse, et pas seulement ce qu'elle avait dit. Comment connaissait-elle mon nom? Personne ne m'avait appelé Mera dans cette pièce, pas une seule fois. Je n'avais parlé à personne, sauf à l'infirmière de l'accueil. Et même là,
je leur avais donné le nom de mon père pour l'enregistrement. Je n'avais pas d'autocollant sur moi, pas de dossier sur les genoux. Elles le savaient. C'est ça qui m'a glacé le sang. La matinée avait commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis levé tôt, j'ai sorti mon chien et j'ai préparé le même toast à moitié brûlé que je fais toujours semblant de trouver bon. Je n'avais même pas fini mon café quand mon téléphone a vibré, un texto de mon père. Je pars bientôt pour l'hôpital. Ne sois pas en retard, ma star. Il m'a toujours appelé comme ça depuis que je suis enfant. Il n'a jamais expliqué pourquoi. Il disait juste que je brillais plus que la plupart des gens. J'ai enfilé un jean et un gilet et j'ai conduit les 30 minutes habituelles jusqu'à l'hôpital général de Ridgefield, le petit hôpital de notre ville où nous sommes toujours allés. Mon père, Walter, avait besoin d'une petite intervention au genou. Déchirure du ménisque, rien de grave, mais l'anesthésie le rendait nerveux. Je lui ai promis d'être là à son réveil. Le trajet en voiture était silencieux, et je me souviens que le ciel était gris, pas orageux, juste plat, sans couleur, le genre de journée où rien ne semble urgent ou inhabituel. Je me suis garé, je me suis enregistré et je l'ai accompagné jusqu'à la salle de préopération. L'infirmière a demandé si j'étais sa fille, et il a souri, répondant avant que je ne le puisse, « C'est ma fille, la plus intelligente de la famille. » J'ai levé les yeux au ciel et j'ai ri. « Tu dis ça seulement parce qu'Ellie n'est pas là pour te contredire. » Il a balayé ma remarque d'un geste de la main, comme toujours, mais j'ai vu la nervosité dans ses mains. Mon père est fort, le genre d'homme qui ne se plaint que si quelque chose est vraiment cassé. Le voir s'agiter ainsi m'a rappelé que le temps passe plus vite que j'aimerais l'admettre. Il n'a que 63 ans, mais dernièrement, je remarque de plus en plus ces petits signes. La légère raideur dans son dos. La façon dont il oublie où il a posé ses clés. Ça vous fait réfléchir à la fragilité de toute chose. Une fois qu'ils l'ont emmené, je me suis dirigé vers la salle d'attente, j'ai vérifié mon téléphone pour la 5e fois et je me suis assise avec un magazine qui n'était plus d'actualité depuis 2019. Les chaises étaient raides, le café infect et l'horloge tournait plus lentement que d'habitude. J'ai pensé appeler ma mère pour lui donner des nouvelles, mais je savais qu'elle serait au sous-sol de l'église en train d'organiser des conserves avec le groupe de dames, et elle déteste être interrompue. Ma mère, Janet, est une femme à la voix douce, une femme pieuse qui sait toujours quand quelque chose ne va pas. Avant même que je dise un mot. Quand j'étais petite, j'ai une fois menti sur le fait d'avoir cassé le nain de jardin d'un voisin. Avant même que j'ai fini ma phrase, elle avait ce regard sur le visage, cette connaissance tranquille. Elle ne criait jamais, ne levait jamais la main, elle vous offrait juste ce silence qui s'enroulait autour de vos côtes et vous serrait jusqu'à ce que vous disiez la vérité. En grandissant, nous n'étions pas riches. Pas pauvres non plus, juste normaux. Elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque. Papa conduisait des camions pour une entreprise de distribution alimentaire. Nous mangions des spaghettis tous les jeudis et allions à l'église tous les dimanches. Mon jeune frère, Ellie, et moi nous disputions pour la télécommande, cachions des bonbons dans nos têtes d'oreiller et passions nos étés à faire du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. J'ai eu une bonne enfance, heureuse, stable. Mais il y avait toujours une vérité silencieuse qui se tenait en marge de ma vie, j'ai été adopté. Ils me l'ont dit quand j'étais assez grande pour comprendre, vers 4 ou 5 ans. Je ne me souvenais de rien d'avant. Pas de visage, pas de lieu, juste des impressions floues qui auraient pu être des rêves. Mes parents ont gardé l'histoire simple. Ils m'ont dit que mes parents biologiques ne pouvaient pas s'occuper de moi et que Dieu les avait menés à moi pour une raison. « Tu as été choisi », me disait ma mère, pas né de mon corps, mais directement de nos cœurs. Et je la croyais. Je la crois toujours. Je n'ai jamais remis cela en question. Je n'en ai jamais eu besoin. Ma vie était pleine. J'avais de l'amour, des rires, de la sécurité, tout ce qu'un enfant pouvait demander. Nous ne faisions pas toute une histoire de l'adoption. C'était juste un fait. Comme ma taille ou le grain de beauté sur mon épaule gauche. Une petite partie de mon histoire. Pas toute l'histoire. Je n'ai pas cherché à creuser mon passé. Non pas par peur, mais parce que je n'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose. Cela ne me semblait pas nécessaire. Bien sûr, il y avait des moments où je me posais des questions, les jours de contrôle de biologie à l'école ou quand mes amis comparaient leurs photos de bébés, mais ça passait. J'avais des parents qui me bordaient tous les soirs, qui assistaient à toutes les réunions parents-professeurs et qui me donnaient le sentiment d'être à ma place. Voilà qui j'étais en entrant dans cette salle d'attente. Mère à talons, fille de Walter et Janet, sœur d'Ellie, une femme qui savait exactement d'où elle venait, même si elle ignorait sa génétique. Une enseignante, une bonne fille, une amie fiable, quelqu'un qui savait ce qu'était sa vie et où elle allait.
Je ne savais pas que dans les 10 minutes qui allaient suivre, tout ce que je comprenais de mon passé, tout ce sur quoi je pensais pouvoir compter, allait se défaire. Je n'avais aucune idée qu'une inconnue s'assiérait à côté de moi et fissurerait ma vie en quelques mots murmurés. Avec le recul, il est étrange de voir à quel point tout semblait normal juste avant que le sol ne se dérobe. À quel point la journée semblait ordinaire. Si quelqu'un m'avait dit ce matin-là que je n'étais pas celle que je pensais être, j'aurais ri, j'aurais balayé l'idée, j'aurais qualifié ça d'absurdité. Mais c'était avant que la femme ne prononce mon nom. Je suis restée assise, à fixer le couloir dans lequel elle avait disparu. La femme qui disait me connaître, qui disait que je ressemblais à sa sœur, qui a prononcé le nom de sa sœur, mon nom. J'ai regardé autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre avait remarqué, mais tout était comme avant. Un homme âgé toussait. Une infirmière passait en poussant un patient. Un enfant en pyjama Spider-Man jouait à un jeu sur sa tablette avec le volume trop fort. Le monde continuait de tourner comme si rien d'étrange ne venait de se produire. Mais à l'intérieur de moi, tout était soudainement en déséquilibre. Mes mains étaient moites et ma gorge était sèche. J'ai ramassé le magazine que j'avais fait tomber, mais je ne l'ai pas regardé. Mon esprit tournait en rond. Comment connaissait-elle mon nom? Personne dans la salle d'attente ne l'avait prononcé. L'infirmière de l'accueil n'avait demandé que le nom de mon père. Mon permis de conduire n'était pas sorti. Mon téléphone n'était pas visible. Et je ne portais rien qui disait « Mera ». Alors, comment? Elle me connaissait. Ou elle croyait me connaître. Je me suis levé. Je n'ai même pas réalisé que je bougeais avant de me retrouver près du couloir où elle était partie. Je l'ai cherché du regard, mais je n'ai vu personne qui lui ressemblait de près ou de loin. J'ai parcouru un couloir, puis un autre. Toujours rien. Après quelques minutes, j'ai abandonné et je suis retourné dans la salle d'attente. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle avait dû faire une erreur. Peut-être qu'elle avait subi un traumatisme. Peut-être qu'elle avait vu quelqu'un qui ressemblait à une sœur qu'elle avait perdue il y a longtemps et s'était convaincue que c'était plus qu'une coïncidence. Peut-être avait-elle trouvé mon nom d'une manière ou d'une autre. Peut-être même l'avait-elle entendu sans que je m'en rende compte. Ça pouvait arriver, non? Mais la façon dont elle m'avait regardé, ça ne ressemblait pas à une erreur. Je me suis rassise, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai appelé mon frère, Eli. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit automatiquement. « Papa est encore en chirurgie. » « C'est juste. Il s'est passé un truc bizarre. »« Bizarre comment ?» Je lui ai tout raconté. La femme, ce qu'elle a dit, affirmant que je ressemblais à sa sœur, le nom, tout. Il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. « C'est intense ?» a-t-il dit finalement. « Tu penses qu'elle dit la vérité ?» Je ne sais pas. Ça avait l'air réel, mais ça semblait aussi impossible. « Elle pourrait être confuse », a-t-il dit. Les gens gèrent les traumatismes de manière étrange. On entend parler de ce genre de choses, des gens qui voient des inconnus dans la rue et pensent que c'est quelqu'un qu'ils ont perdu. Mais elle connaissait mon nom, Eli. Ce détail est resté en suspens entre nous. Est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec l'adoption? A-t-il demandé prudemment. Je veux dire, as-tu déjà fait des recherches sur d'où tu viens vraiment? Pas vraiment. Maman et papa m'ont toujours dit que c'était une adoption fermée. Aucune information, juste que j'ai été placé quand j'avais 4 ans. Et tu n'as jamais voulu en savoir plus? J'y ai pensé parfois, mais ça n'a jamais semblé important. Eli a soupiré. Peut-être que ça l'est maintenant. J'ai mis fin à l'appel quand l'infirmière est venue me dire que papa était en salle de réveil. Il allait bientôt se réveiller. Je l'ai remercié, je me suis levé et j'ai essayé de chasser le sentiment qui m'oppressait la poitrine, cette tension rampante, l'impression que quelque chose était sur le point de s'effondrer sous mes pieds. Ce soir-là, j'en ai parlé à ma mère pendant le dîner. Elle était déjà en train de servir le poulet et les pommes de terre quand je l'ai dit. « Maman, tu te souviens de quelque chose de spécifique sur mon adoption ?» Elle s'est retournée, a cligné des yeux et a penché la tête. « Pourquoi ?» Il s'est passé quelque chose d'étrange à l'hôpital aujourd'hui. Une femme a dit que je ressemblais à sa sœur. Elle a dit que sa sœur avait été enlevée il y a 25 ans. Et quand j'ai demandé son nom, elle a dit le mien. Les mains de ma mère se sont figées. La cuillère de service planait au-dessus de la purée de pommes de terre. Elle a dit ton nom, a-t-elle répété lentement. J'ai hoché la tête. Elle doit être confuse, a-t-elle dit, un peu trop vite. Ça arrive. Les gens veulent croire que leurs proches sont encore en vie. Je me suis assise en face d'elle.
Est-ce que papa et toi avez déjà eu des détails, comme d'où je venais avant l'agence? Elle a pincé les lèvres. Ses doigts tripotaient la serviette sur la table. C'était une adoption fermée, Mera. C'est ce qu'on nous a dit. Tu as été placé par une agence privée. Ils ont dit que ta mère biologique était incapable de s'occuper de toi. C'est tout ce que nous savions. Ça ne vous a jamais paru étrange de n'avoir aucun antécédent, aucun dossier, rien? Elle m'a regardé avec cette douleur silencieuse dans les yeux. Nous n'avons pas posé de questions. Nous ne voulions pas risquer de te perdre. Nous te voulions, c'est tout. C'est tout ce qui comptait pour nous. Je me suis calé dans ma chaise, l'estomac noué. Elle était sincère. Je le savais. Mais soudain, ça ne me semblait plus suffisant. Plus tard dans la nuit, j'ai cherché le nom que la femme m'avait donné, Delia Brandt, juste pour voir si quelque chose apparaissait. Ça n'a pas pris longtemps. Le premier article provenait d'un petit média local du New Jersey. Le titre m'a frappé comme un coup de poing, Malia Brandt, 4 ans, enlevée dans un parc local, toujours portée disparue après 25 ans. J'ai cliqué. Il y avait une photo d'une petite fille, avec des yeux marrons et des cheveux bouclés. Je l'ai fixée, en essayant de ne pas me voir, mais c'était impossible de ne pas le faire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fixé le plafond, pensant à la voix de la femme, à la certitude dans ses yeux, à la façon dont elle avait prononcé mon nom comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Je revenais sans cesse à la photo de cette fille disparue, Malia Brandt. Des yeux ronds, des joues rondes, le même petit espace entre les dents de devant que j'avais avant mon appareil dentaire. Ce n'était pas juste une ressemblance. C'était comme regarder une version de moi-même que je n'avais jamais rencontrée. Au matin, j'avais mal à la tête et une liste de questions trop longue pour être ignorée. Je savais que je ne pouvais pas avancer sans réponse. Peu importait à quel point j'aimais mes parents ou à quel point ma vie avait été belle. S'il y avait la moindre chance que j'ai été enlevé à quelqu'un, je devais savoir. Je ne pouvais plus faire comme si cela n'était jamais arrivé. Alors, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon travail pour me porter malade. J'enseigne en 2e année à l'école primaire Pinterest, et manquer une journée n'est pas facile. Mais je ne pouvais pas faire face à une classe pleine d'enfants alors que ma propre identité s'effilochait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché à nouveau. Cette fois, je suis allé plus loin. J'ai trouvé des forums pour les personnes disparues, des articles archivés dans des bases de données publiques, des PDF scannés de vieux journaux locaux. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait des bribes. Quelques détails se sont démarqués. Malia avait disparu d'un parc à Edison, dans le New Jersey. Son père avait la garde exclusive à l'époque. Il a prétendu qu'elle s'était éloignée pendant qu'il était au téléphone. Il a été interrogé, mais jamais inculpé. 2 ans plus tard, il a disparu. Aucune trace de lui depuis. Le plus glaçant était la rapidité avec laquelle l'affaire était tombée dans l'oubli. Pas d'arrestation, pas de piste, juste un trou là où une petite fille aurait dû être. J'ai imprimé ce que j'ai pu et je l'ai mis dans un dossier. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais j'avais besoin de le voir entre mes mains. J'avais besoin de sentir que je faisais quelque chose. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé un détective privé. Son nom était Mark Keyes. Je l'ai trouvé via un site de défense des personnes disparues. Ancien détective de police, maintenant indépendant. J'ai laissé un message vocal avec juste assez de détails pour piquer sa curiosité, mais pas assez pour avoir l'air d'avoir perdu la tête. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard. « J'ai vu votre message », a-t-il dit. « Vous pensez être lié à une affaire non résolue ?» « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. J'ai été adopté à l'âge de 4 ans. Une femme m'a approché hier et m'a dit que je ressemblais à sa sœur disparue il y a 25 ans. Elle connaissait mon nom. Je ne lui avais rien dit. Je ne lui avais même pas parlé avant ça. Savez-vous si votre adoption était privée ou gérée par l'État? Privée. Fermée. Mes parents n'ont jamais eu beaucoup d'informations. Avez-vous déjà fait un test ADN? A-t-il demandé. Non. Seriez-vous prête à le faire? Il y a eu une longue pause avant que je ne réponde, oui. Il m'a donné des instructions. Comment commander le bon kit, comment l'enregistrer sous un compte sécurisé. Il a également proposé de passer mon nom dans quelques bases de données, registre de naissance, rapport d'enfants disparus, anomalie de la sécurité sociale. Je lui ai donné la permission. C'était effrayant, mais j'avais besoin que quelqu'un d'autre regarde. J'avais besoin de quelqu'un d'objectif. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai fixé mon téléphone. Je voulais rappeler ma mère pour lui poser la question directement,
Mais quelque chose me disait que je n'obtiendrais rien de nouveau. Elle avait fait la paix avec l'histoire qu'on lui avait racontée, même si elle était construite sur des pièces manquantes. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé voir mon frère. Ellie vit dans un petit appartement au-dessus d'un garage près du centre-ville. Il travaille à plein temps dans un garage automobile tout en économisant pour ouvrir le sien. Il m'a accueilli avec un air confus quand il a ouvert la porte. Je ne m'attendais pas à te voir. Je ne m'attendais à rien de tout ça non plus, ai-je dit en brandissant le dossier d'imprimé. Nous nous sommes assis à sa petite table de cuisine pendant que je déballais tout, la photo, l'article, les notes que j'avais griffonnées dans les marges. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'arrêtait pas de regarder la photo, puis moi, en faisant des allers-retours. « C'est toi » a-t-il dit finalement. J'ai hoché la tête. « C'est possible ?» Ellie s'est adossée et a croisé les bras. « Si c'est réel, si tu as été enlevé, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, savait où a couvert l'affaire. » Je ne pense pas que maman et papa savaient, ai-je dit doucement. Ils ne mentiraient pas comme ça. Pas pendant si longtemps, pas à propos de quelque chose comme ça. Il a hoché la tête lentement. Je suis d'accord. Mais celui qui t'a donné à l'agence, celui qui a géré l'adoption, c'est là que se trouve la vérité. Nous sommes restés assis en silence, le poids de cette possibilité s'installant sur nous comme un brouillard. J'ai regardé la photo à nouveau et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas du chagrin, pas de la peur, mais une sorte de reconnaissance. Je ne savais pas qui j'étais avant de devenir mère à talons. Mais peut-être était-il temps de le découvrir. Ce soir-là, j'ai commandé le kit ADN. Au moment où j'ai cliqué sur « Confirmer », j'ai ressenti un mélange de nausée et de lucidité. Quels que soient les résultats, je ne pouvais plus continuer à vivre avec seulement la moitié de l'histoire. J'en avais fini d'attendre que le passé me rattrape. Maintenant, j'allais le trouver moi-même. L'email est arrivé un mercredi. J'étais en train de corriger des tests d'orthographe dans ma classe pendant ma pause déjeuner quand la notification a illuminé mon téléphone. Mon cœur a raté un battement quand j'ai vu l'objet « Vos résultats ADN sont prêts ». D'un seul coup, tout ce à quoi j'avais essayé de ne pas penser depuis des jours est remonté à la surface. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté là, à fixer l'écran, entouré d'affiches colorées et de petits bureaux, me sentant à nouveau comme une enfant. J'ai essayé de calmer ma respiration, mais mes mains tremblaient. Je savais que ce qui se trouvait dans cet email pouvait tout changer. J'ai verrouillé la porte de ma classe, je me suis assise et je l'ai ouvert. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Il y avait une correspondance familiale à haut degré de confiance. Une seule correspondance en haut de la liste. Le nom m'a foudroyé, Delia Brandt. 98,6% d'ADN partagé. Correspondance de fratrie complète. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a rebondi sur le sol et a atterri sur le tapis à côté de mon bureau, l'écran toujours allumé. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Le test ne laissait aucune place au doute. J'étais Malia Brandt, la petite fille disparue d'Edison, dans le New Jersey. Celle qui avait disparu il y a 25 ans. Et Delia n'était pas confuse. Elle avait raison. Je n'avais pas seulement été adoptée. J'avais été enlevée. Après le travail, j'ai appelé Delia. Je ne lui avais pas parlé depuis ce jour à l'hôpital. Je n'avais aucun moyen de la contacter à ce moment-là, mais le détective l'avait trouvée grâce au registre ADN et m'avait transmis son numéro. Ma voix tremblait en composant. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Allô, c'est Mera ?» ai-je dit. Ou je suppose, Malia. Il y a eu un silence d'un instant. Puis je l'ai entendue haleter. « Je le savais » a-t-elle murmuré. « Oh mon Dieu, je le savais !» Sa voix s'est brisée et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas du soulagement. Pas encore. C'était quelque chose de plus lourd. J'ai eu les résultats, ai-je dit. Tu es ma sœur. Alors, elle s'est mise à pleurer. De vrais sanglots profonds. Elle n'a pas essayé de les cacher ou de s'en excuser. Elle a juste tout laissé sortir. Je suis restée assise sur le bord de mon lit, tenant le téléphone, laissant son chagrin s'infiltrer dans le silence entre nous. Je pensais que tu étais parti pour toujours, a-t-elle dit. Je pensais que peut-être quelque chose de pire était arrivé. Qui ? ai-je demandé. Notre père. Elle n'a pas eu besoin d'en dire plus. Le nom sur le rapport de personnes disparues était Douglas Brandt. Je me souvenais de l'avoir lu dans l'article. L'homme qui avait dit que sa fille s'était éloignée et qui avait lui-même disparu 2 ans plus tard. L'homme dont Delia avait peur, même à 13 ans. Maintenant, je comprenais pourquoi. Il frappait notre mère.
Elle a dit qu'elle avait essayé de partir une fois et il lui a dit qu'il nous prendrait toutes les deux. Elle est restée. Elle avait si peur de ce qu'il pourrait faire. Que s'est-il passé le jour où j'ai disparu? Ai-je demandé. Dilia a pris une profonde inspiration. Nous étions au parc. Maman faisait un double service au restaurant. Il m'a laissé aller chercher une glace au stand près du parking. Je suis parti 5 minutes. Quand je suis revenu, tu avais disparu. Il a dit que tu t'étais enfui en poursuivant un écureuil. Je ne l'ai pas cru, mais je ne pouvais rien prouver. Sa voix tremblait. 1 an plus tard, maman est tombée malade. Cancer de stade 4. Elle est partie si vite, et 2 mois après, il a fait ses valises et a disparu. Il est juste parti. Aucune trace. J'ai dit à tout le monde qu'il avait quelque chose à voir avec ça, mais personne ne m'a écouté. J'étais silencieuse. Je ne savais pas comment répondre à une telle chose. Dilia a continué, je te cherche depuis. Chaque visage que je voyais dans la foule, chaque petite fille aux boucles sombres, je m'arrêtais, je la fixais et je me demandais. Et puis je t'ai vue dans cette salle d'attente d'hôpital. Je t'ai reconnue tout de suite. Tu lui ressemblais tellement, à maman. Je ne pouvais pas parler. La voix de Dilia s'est adoucie. Tu te souviens de quelque chose de cette époque? Rien de concret, ai-je dit. Juste des flashs. Le parfum d'une femme, un éléphant en peluche, quelqu'un qui crie dans une cuisine. Je n'ai jamais su si c'était réel ou juste des rêves. Tu avais un éléphant en peluche nommé Bobo, a-t-elle dit sans hésitation. Tu l'emmenais partout. Maman a recousu son oreille avec du fil bleu quand elle s'est déchirée. J'ai couvert ma bouche avec ma main. J'ai toujours cet éléphant. Il est enfoui dans une boîte dans le grenier de mes parents, scellé dans un bac de rangement de mon enfance. Je ne l'ai pas regardé depuis des années. J'ai mis fin à l'appel avec la promesse de la rencontrer bientôt. Quand j'ai raccroché, je suis resté assise en silence pendant un long moment. Je ne savais pas quoi ressentir. Je venais de retrouver ma sœur, mais j'avais aussi découvert une partie de moi-même qui avait été cachée pendant des décennies. Je suis descendu et j'ai trouvé mon père, Walter, assis sur le canapé à regarder le baseball. Il a levé les yeux et a souri comme si rien n'avait changé. Et peut-être que pour lui, rien n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. Le lendemain de la réception des résultats, je suis allé chez mes parents. Je n'avais aucun plan sur ce que j'allais dire. Je savais juste que je ne pouvais plus porter cette vérité seule. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire. Elle portait son habituel gilet bleu doux et sentait la cannelle et la lavande. Je suis entré. Un instant, je me suis senti comme si j'avais 7 ans à nouveau, rentrant de l'école, laissant tomber mon sac à dos par terre. Tout semblait pareil, mais rien n'était pareil. Elle m'a conduite dans la cuisine et je me suis assise à table pendant qu'elle versait du café. Mes mains sont restées enroulées autour de la tasse, même après que la chaleur se soit estompée. Je l'ai regardée et j'ai prononcé les mots qui attendaient dans ma poitrine toute la nuit, je sais qui je suis. Elle s'est retournée lentement. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu quelque chose vaciller derrière ses yeux. Elle s'est assise en face de moi et a attendu. Je lui ai tout raconté. La femme dans la salle d'attente, les recherches, le test ADN, la correspondance avec Dilia. Je lui ai parlé de l'enfant disparu, des articles de journaux, de l'éléphant en peluche avec le fil bleu. J'ai tout étalé devant elle, sans accuser, juste en révélant. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse. Puis elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Tu étais un cadeau » a-t-elle dit, la voix tremblante. Nous ne savions pas. Je te le jure, Mera, nous ne savions pas. Son visage était pâle, mais sa poigne était ferme. Je la croyais. Je voulais la croire. On nous a dit que ta mère t'avait abandonné, a-t-elle dit. Que c'était volontaire. Qu'elle voulait que tu aies une vie meilleure. Ils nous ont donné des papiers. Ils nous ont donné des assurances. Mais c'était rapide, plus rapide que ça n'aurait dû l'être. Je me souviens avoir posé des questions. Je me souviens du silence qui a suivi. Pourquoi n'avez-vous pas cherché plus loin, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Parce que nous avions peur qu'ils te reprennent. Je te voulais tellement. J'aurais cru n'importe quoi pour te garder. J'ai réfléchi à ça. Je l'ai laissé s'installer. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je t'aime. Tu es ma mère. Mais j'avais une vie avant celle-ci. J'avais un nom. J'avais une sœur. Et j'ai le droit de savoir ce qui m'est arrivé. Elle a hoché la tête lentement. C'est vrai. Et je t'aiderai de toutes les manières possibles. Ce soir-là, je me suis assise avec mon père et je lui ai dit la même vérité.
Il a écouté sans interrompre, les mains serrées sur ses genoux. Il n'a pas pleuré, mais j'ai vu ses épaules se contracter à chaque phrase. Quand j'ai fini, il m'a regardé avec plus de tristesse que je n'en avais jamais vu dans ses yeux. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qu'on ne nous avait pas dit, a-t-il dit. J'aurais dû me battre plus fort pour le découvrir. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je leur ai pardonné à tous les deux. Non pas parce que c'était facile, mais parce que je savais qu'ils m'avaient aimé de tout leur cœur. Ils m'avaient élevé pour que je devienne la femme que je suis. Rien ne pouvait m'enlever ça. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Dilia en personne. Nous avons choisi un parc, pas celui des articles, un nouveau, dans une ville tranquille à mi-chemin entre nous. Elle attendait déjà quand je suis arrivé, assise sur un banc, les mains jointes sur ses genoux. Quand elle m'a vu, elle s'est levée. Nous n'avons rien dit au début. Nous nous sommes juste regardés. Elle a fait un pas en avant et m'a serré dans ses bras comme si elle essayait de rassembler toutes les années que nous avions perdues. Je l'ai laissé faire. Nous avons passé tout l'après-midi à parler. Elle m'a parlé de notre mère, de la façon dont elle chantait en faisant la vaisselle, des histoires qu'elle inventait au moment du coucher. Elle m'a parlé de la peur qui habitait la maison, des cris, des bleus silencieux qu'elle faisait semblant de ne pas voir. Elle m'a dit ce que ça faisait de rentrer à la maison dans le silence ce jour-là et comment personne n'avait cru une fille de 13 ans quand elle disait que son père mentait. J'ai écouté. J'ai absorbé chaque mot. À la fin de la journée, elle a sorti de son sac un petit cadre. À l'intérieur, il y avait une photo. 2 petites filles sur une balançoire. L'une d'elles me ressemblait trait pour trait. L'autre avait les yeux de Dilia. J'ai gardé ça toutes ces années, a-t-elle dit. Je n'ai jamais perdu espoir de te retrouver. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai juste serré contre ma poitrine. Maintenant, des mois plus tard, j'ai compris quelque chose d'important. La vérité n'efface pas l'amour. J'ai été élevé par des parents qui m'ont donné une belle vie. Je suis toujours leur fille, mais je suis aussi Malia Brandt. J'ai été enlevé. J'étais perdu. Et maintenant, j'ai été retrouvé. J'ai commencé à utiliser les 2 noms. Mera, Malia, Brandt, Talon. Cela me semble juste. Cela me semble honnête. J'ai renoué le contact avec Dilia, je lui rends visite quand je peux. Nous réapprenons à nous connaître. Non pas comme des étrangères, mais comme des sœurs qui ont été séparées trop longtemps. J'enseigne toujours en 2e année. Je promène toujours mon chien. Je fais toujours des toasts brûlés. Mais je sais qui je suis maintenant. Je ne suis pas seulement quelqu'un qui a été adopté. Je suis quelqu'un qui a été enlevé et retrouvé. Et j'ai appris ceci, la famille ne se construit pas seulement dans les chambres d'hôpital ou les salles d'audience. Elle se construit dans les moments où les gens choisissent de vous aimer, de vous protéger et de se battre pour vous, même quand le monde a essayé de vous oublier. Parfois, la vérité se cache dans le silence pendant des années. Parfois, elle attend dans une salle d'attente d'hôpital, déguisée en une étrangère aux yeux fatigués et au cœur brisé. Et parfois, elle vous appelle par votre nom. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux familles que nous choisissons et à celles dans lesquelles nous naissons, j'espère que vous prendrez un moment pour la partager. Peut-être que quelqu'un, quelque part, attend toujours d'être retrouvé. Et si vous êtes quelqu'un qui s'est déjà demandé d'où il venait, ou si vous vous êtes senti perdu dans les pages de votre propre histoire, sachez ceci, la vérité a une façon de refaire surface, même si cela prend des années. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, veuillez aimer la vidéo. Laissez un commentaire pour partager vos pensées ou vos expériences personnelles, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies qui restent avec vous longtemps après que l'écran s'éteint. Votre soutien nous aide à raconter des histoires qui comptent. Merci d'avoir regardé.